Dimanche à Orly, dimanche à Orly. Oui, c'est pas d'hier, ça, c'est une chanson de Gilbert Bécaud qui date d'il y a 50 ans. Mais aujourd'hui, quand on va, pas seulement le dimanche, et quand on va à Orly, on découvre des choses tout à fait hallucinantes. Et c'est dans le journal L'Envers des Affaires, le magazine trimestriel de Carl Zéro, L'Envers des Affaires. Et je dois dire qu'en recevant, j'ai lu une enquête qui m'a absolument passionné, je crois qu'il vous passionnera aussi. Il faut le lire, L'Envers des Affaires, il est en kiosque, bien sûr. La grande passoire, l'Orly comme maison de passe. Et donc, j'ai lu vraiment votre enquête, Alex Jordanov. C'est absolument, vous êtes journaliste d'investigation, vous avez écrit beaucoup d'articles et encore une fois, je rappelle que journaliste d'investigation, c'est la base, hein. S'il n'y a pas d'investigation, il y a quoi? Il y a rien. Et donc, racontez-nous, parce que quand j'ai lu ça, j'ai dit, mais c'est pas possible. Vous parlez du recrutement de la police des frontières, comment ça se passe. Vous parlez des trafics, vous parlez des fichiers S, vous parlez de la drogue. Mais c'est quoi? C'est une espèce de maison à ciel ouvert? Moi-même, j'étais surpris, je ne connaissais pas ce monde. Et alors, tout d'abord, il faut quand même écarter toute connotation politique à cet article, hein, parce que c'est quand même, c'est quand même sensible, l'immigration et... Bien sûr. Et il y a la drogue. Donc, non, mais il y a les faits, il y a la réalité. Non, mais la situation nous a été signalée par des lanceurs d'alerte, qui sont en général à gauche, hein, Worldwide Alert Watchers. Et donc on a été voir par nous-mêmes ce qui se passait. Alors on rencontre des policiers, des douaniers. Et moi j'étais choqué. On est dans une situation où ils sont tous désabusés et découragés pratiquement. Bah oui, ils ont à la fin, je me suis permis de leur demander, vous avez pas l'impression d'avoir des emplois fictifs? Et ils savaient pas quoi me répondre, puis c'était un peu gêné. Mais alors c'est quoi la réalité? C'est-à-dire qu'il y a pratiquement plus de contrôle ou quoi? C'est-à-dire, il y a des contrôles, il y a quand vous passez une semaine. Vous avez passé une semaine là-bas avec eux. Alors avec eux, oui, bien sûr. Souvent en dehors de l'aéroport pour se parler, souvent avec eux et de loin pour observer. Et c'est une situation un peu ubuesque. On a l'impression que c'est des décors en carton, le poste frontière. Ils disaient tout y passe. C'est-à-dire que c'est open bar, open free. Non, il y a des contrôles, mais bon. Écoutez, il y a par exemple là le gouvernement a lancé un appel pour 200 nouveaux postes en prévision des Jeux Olympiques. C'est bien police, l'air et des frontières, hein. Oui. C'est bien ça. Oui, alors 200 nouveaux postes, oui. Et alors c'est une quinzaine de jours de formation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'examen, hein, il y a pas de, c'est juste on prend des notes, on écoute ce qu'on vous dit, et après on a un petit entretien. Alors aux personnes à qui on a parlé, qui ont passé ce concours, ça dure 15 minutes. C'est plutôt une conversation amicale qu'un examen. Et ce qui est totalement frappant, c'est qu'à l'arrivée, tout le monde reçoit une carte de police. C'est-à-dire que vous avez une carte de police comme les vrais policiers. Et c'est écrit en tout petit contractuel, mais c'est marqué PAF. C'est comme les vraies cartes de police. Mais attendez, ce qu'on leur demande, par exemple, à ceux qui viennent comme ça, diplôme, études, qu'est-ce que vous avez fait, etc. Oui, où est-ce que vous avez travaillé? Enfin, c'est pas très. On remplit son propre CV, on écrit une petite lettre de motivation et ça suffit pour l'entretien. Alors il y a moi j'ai vu des cas. Alors il y avait c'était ils ont appelé ça des Turcs, mais en fait c'est des binationaux franco-turcs. Eux, ça les intéressait absolument pas d'être policiers. Et tout ce qu'ils voulaient, c'était la carte de police. Donc ils allaient passer par le cycle de la formation et alors comme il disait, pour pouvoir tourner tranquille en banlieue nord. Continuer leurs petites affaires. Mais en plus ils n'ont pas besoin ils n'avaient pas besoin de travailler, ils avaient une entreprise de BTP de 6 à 7 millions d'euros de chiffre d'affaires. Oui. Donc c'était juste pour avoir la carte de poliise. Donc voilà, qu'on leur a donné. On en arrive à des situations ubuesques comme celle-ci et alors quand vous connaissez pas comme moi ce monde-là. Mais Alex Jordanov, attendez, une question. Mais quand vous dites, voilà, il passe un petit truc, on lui dit, c'est lui qui remplit son CV.
À la limite, je dis pas que ça se passe. Il pourrait y avoir un fichier S qui pourrait avoir sa carte de police. Oui, bon, non, mais il y a des... Si on sait pas. Oui, mais ils arrivent plus ou moins à les écarter. Il y a un vague filtrage. Ouais. En tous les cas, des tagés, ils appellent ça des tagés, des gens inscrits au TAG. C'est les antécédents judiciaires, le fichier. Ah oui, il y en a un paquet. D'accord, partout. Mais ouais, bon, j'imagine. Et parce que, pourquoi? Mais alors, à quoi est dû, à quoi est dû ce manque flagrant de personnel? Je veux dire, le fait que on fait ça un peu à la va-vite quand même, puisque vous dites 200 personnes ont été recrutées, et vous avez regardé un peu comment ça se passe, les contrôles, etc. Oui, alors ils appellent ça des aubettes, c'est l'espèce de guérite qui nous arrive en préfabriqué quand vous arrivez pour présenter votre passeport. Il y a un petit ordinateur, etc. Donc, c'est comme hallucinant, ils ont même pas d'uniforme, ils ont un gilet police des frontières, et en dessous, du rose, du orange, certains le portent même pas, et ils sont pas forcément super outillés pour contrôler les passeports. Par exemple, un faux passeport, faut avoir de l'expérience, c'est pas oui, ils n'ont pas la formation pour voir ce que... Oui. Ils ont des logiciels, alors ça j'ai pas vérifié la nature du logiciel, mais le logiciel parfois bug, est très lent, donc ce qu'on voit à l'écran c'est le nom et la photo, et fichier S, ils n'ont pas tous les éléments pour pouvoir contrôler un passeport, et c'est très compliqué de savoir si le visa est vrai ou faux, et après il y a j'ai découvert toute une sorte de technique pour arriver en France. Alors, comment ça se passe? Alors, il y a par exemple, en avion, c'est plutôt pour les gens fortunés, hein. Par exemple, pour ceux qui viennent en bateau ou ceux qui essaient d'aller en Angleterre en Zodiac, c'est plutôt pour les gens qui n'ont pas les moyens en avion. Par exemple, il y a des gens qui prennent l'avion d'Afrique, qui arrivent au Brésil, ils prennent un vol inter à l'Amérique du Sud jusqu'au Suriname. Après, il y a une petite frontière entre le Suriname et la Guyane, c'est un fleuve. Ouais. Voilà, c'est des pirogues, des ferries, tout le monde arrive en France. Une fois qu'on est en France, c'est fini. On prend l'avion Cayenne-Paris, c'est terminé. Donc si on fait tout ce circuit-là, on peut y arriver. Il y a aussi... oui, Cayenne est en France, ça va, on est tranquille, quoi. Tranquille. Comme ceux qui vont à Mayotte. Aujourd'hui, vous avez vu, il y a un circuit de l'Afrique qui va à Mayotte. C'est exact. Une fois qu'on a posé le pied, donc c'est pour ça qu'ils essaient de changer le statut de Mayotte, mais c'est bon. Mais c'est changer la Constitution, oui, ça c'est compliqué. Il y a des techniques comme vous êtes marocain. Vous achetez 2 billets, un pour Tunis, un pour Paris. Vous passez les contrôles de police à l'aéroport de Casablanca. Faut quand même coordonner un petit peu les horaires des avions. Ouais. Vous dirigez vers l'avion de Tunis, où il n'y a pas besoin de visa. Puis finalement, une fois que vous avez passé le poste de police, vous allez à la porte à côté qui est pour Paris. Hop, vous prenez l'avion pour Paris, c'est avec votre carte d'embarquement, vous déchirez votre passeport dans l'avion, ou vous avez un faux visa, et c'est fini. Une fois que vous êtes en France, asile politique, le faux visa. Mais quand j'arrive à Orly, par exemple, ou à Roissy ailleurs, ils vont contrôler ou pas, justement. Parce que j'ai déchiré mon passeport. Si vous vous arrivez, je n'ai pas de passeport, asile politique, donc c'est tout de suite le centre de rétention et. Non, mais une fois ils sont. Alors une fois, c'était il y a pas longtemps, c'était il y a quelques semaines, un avion arrivait d'Athènes. Alors pour le coup, c'était les douaniers parce qu'ils avaient ils avaient une information d'un trafic de cigarettes qui passe par l'Égypte, la Grèce, etc. Donc ils arrêtent 16 ou une douzaine de Syriens. Ils avaient tous des cartes de séjour italiennes. Danoise, suédoise, tout faux. Hein, tous, faux. Ouais. Alors on les dit, donc je dis à mes douaniers, vous faites quoi? Bah rien. Ils vont au centre de rétention, asile politique. D'accord. Et c'est hallucinant. Quelques jours plus tard, ils prennent le tramway pour aller à la place d'Italie. C'est fini avec leur EQTF dans les mains, mais ça veut rien dire. C'est quasiment personne n'est renvoyé de France. On connaît le pourcentage d'OQTF qui sont exécutés. D'après le ministère de l'Intérieur, 6,8%. Absolument. Donc en 2022.
Mais alors, comment se sentent justement, vous en parlez encore une fois, vraiment, lisez-le, cette enquête dans le magazine L'Envers des Affaires, la grande passoire des aéroports. Mais Alex Jordanov, vous disiez au départ, en début d'entretien, qu'ils étaient un peu découragés, un peu la police, enfin la police de l'air et des frontières, qui sont là, dont c'est le métier. Ils disent quoi? On est impuissant. Bon, ben c'est comme ça. On peut pas faire autrement. C'est comme ça. C'est quoi? Ils se disent, on peut plus rien faire. Ben il y a une autre il y a une autre situation qui illustre bien leur travail. Parfois, les avions ne se garent pas à la passerelle, ils se garent un peu plus loin et un bus vient vous chercher. Tout à fait. Donc, le bus, en fonction d'où vous venez, vous dépose en zone Schengen, c'est-à-dire pas de contrôle, ou en zone internationale. Souvent, les bus chargés de passagers de zone non Schengen, vous déposent en zone Schengen. Alors, bon? Tout le monde passe, tout le monde est dans la rue. Par paresse ou ils font exprès? Dans les bus. Alors moi ils m'ont dit que quelqu'un prend un petit billet. Parfois, ils ont besoin de faire passer des copains, mais ça c'est bon. Alors donc on les dépose en zone Schengen. Alors ils ont découvert ça parce que des passagers revenaient, parce qu'ils se disent mais comment ça, il n'y a pas de contrôle ici. Ils revenaient, ils voulaient leur tampon pour être en situation régulière. Et donc ils découvrent ça. Donc alors, ils font ce qu'ils appellent une brève. Et ça monte dans les hautes sphères de la hiérarchie. Et puis voilà, c'est terminé. Donc parfois il y a une enquête, parfois il y en a pas. Enfin. Donc, au bout de plusieurs années de ce travail-là, ils sont fatigués, ils sont vraiment désabusés. Bien sûr. Et puis il y a la frontière, c'est quand même aussi la drogue. Ça c'est ubuesque. Oui, vous en parlez, c'est incroyable. Alors, juste un mot avant, on va passer juste un mot avant les... Non, mais c'est passionnant. Qu'est-ce qui se passe avec la drogue, ou qu'on avale, qu'on injecte, qu'on fait extraire, on sait comment? Racontez-nous, en tout cas, un exemple de... Alors, ce qui s'est passé, c'est que les Hollandais ont resserré les boulons à l'aéroport d'Amsterdam, puisque avant c'était une entrée première de la cocaïne, en provenance d'Amérique du Sud. Donc, ils se sont rabattus sur Orly, puisque Cayenne, avant ça faisait Suriname, Amsterdam, leur ancienne colonie. Mais là, c'est Cayenne, Paris. Mais là, c'est Cayenne, Paris. D'accord. Et alors, et chaque avion qui arrive de Cayenne a entre 10 et 30 ce qu'ils appellent des boulteux. Alors, j'ai découvert ce terme-là. Des boulteux. Ceux qui avalent des boules de cocaïne, des petites pastilles d'environ 10 grammes. Donc, ils en avalent... ça peut aller jusqu'à 1 kilo. Il y a même eu 2 kilos. Et qu'ils extraient à l'aéroport, enfin après... C'est-à-dire qu'il y en a par chaque vol, tous les jours, là à Orly, tous les jours, il y a au moins 10 à 20 personnes dans l'avion qui ont ingéré... Qui sont des boulteux. Ouais, qui sont des boulteux. Hallucinant. Et parfois, les trafiquants envoient un éclaireur pour se faire attraper. Et les autres passent derrière. Et même certaines hôtesses, parfois, pour arrondir les fins de mois, elles avalent que 2-3 petites boulettes. Hein. Et donc c'est un cercle infernal. Et finalement, vous vous retrouvez à l'Hôtel Dieu, puisqu'il y a une procédure. Alors ça requiert beaucoup de monde. Ça va être 3 policiers pour une personne. Et là, ils sont mis dans ce qu'ils appellent, pardonnez-moi l'expression, le couloir à caca. C'est-à-dire que c'est des pièces où on leur donne les laxatifs, ils attendent qu'ils aient déféqué la drogue. Après, elle est passée dans une machine, une espèce de machine lessiveuse. Tout ça s'est mis sous scellé et hop, c'est direction le tribunal de Créteil. Et puis voilà, ils ont... Ça, c'est ceux qu'on attrape. Ceux qu'on attrape. Oui. Et vous dites que c'est pratiquement 1 sur 10 qu'on attrape. Enfin, on ne sait pas. On ne sait pas, mais il y a entre 10, 20, parfois 30 boulteux par avion. Et il y en a du Cayenne-Paris, il y en a 2 par jour. Non. Alex Jordanov, merci vraiment en tout cas, c'est passionnant cette enquête. On voit, voilà, c'est la face cachée du dimanche à Orly. Vous voyez, c'est plus le dimanche qu'on connaît, c'est d'autres dimanches. Merci. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et on rappelle que l'Envers des Affaires est toujours disponible en kiosque ou chez votre marchand de journaux.